Voilà, donc il y a aussi un enjeu aussi énorme de cela. Donc remettre en avant le sous-marin, c'est important. Et puis, dernier point peut-être, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les flottes de surface sont quand même très vulnérables avec le développement des armes modernes, notamment des armes hypersoniques dont on parle de plus en plus souvent. Et qu'aujourd'hui, le développement des sous-marins, quel que soit leur modèle, qu'ils soient d'attaque, c'est-à-dire propulsion nucléaire avec armes conventionnelles, ou sous-marins, lucères d'engin, ou sous-marins totalement classique, on est quand même à 450 sous-marins dans le monde et que chaque année, de nouveaux contrats sont passés parce que finalement, se dissimuler dans les eaux profondes ou dans les mers permet de frapper un peu n'importe où et ça donne une certaine forme de suprématie militaire dans l'espace maritime. Je lisais également que la Russie développait des sous-marins nucléaires de transport de gaz naturel liquéfié capables de naviguer dans les eaux arctiques sans brise-glace, qui n'est pas effectivement... J'allais y venir parce que... Ce qui n'est pas non plus dans un contexte de réchauffement climatique, ce qui n'est pas non plus anodin pour contourner les sanctions occidentales. Mais bon, c'était pas encore au point sur un plan technique, mais tout de même, voilà. Oui, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, on sait que l'Arctique et l'Antarctique vont devenir des enjeux géostratégiques majeurs. Et qu'effectivement, là, avec sa proximité sur l'épaule, la Russie veut aussi mettre sa primature en termes d'acteurs incontournables sur cette zone-là, qui permet effectivement tout de suite de basculer vers l'Occident. Et oui, je pense que ça, ils l'ont en tête. C'est-à-dire ils savent pertinemment que le réchauffement climatique s'accélère et qu'ils pourront donc faire véhiculer ces sous-marins sans entrave et que le premier qui sera sur place de façon massive va occuper un territoire qui aujourd'hui est terra incognita, pratiquement. Je veux dire, effectivement, c'est l'idée de trouver de nouvelles routes et c'est aussi pour ça que le président américain a des visées sur le Groenland. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'on n'entend plus parler du Groenland, mais peut-être que ça va revenir. En tout cas, 100 milliards pour la marine russe jusqu'en 2016. Et ça s'inscrit dans un programme de réarmement massif et global de Moscou. On en parlait. 2026. Pardon, oui, 2026, pardon. Oui, effectivement, parce que sinon ce serait un peu trop passé, on va dire. Donc c'était les renseignements ukrainiens qui nous alertaient hier, Magali. On va peut-être revoir ce que disait Kirilo Boudanov, qui est le chef des renseignements militaires ukrainiens sur ce réarmement en cours. Il s'agit du plus important programme de défense mis au point par la Fédération de Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà ce qu'il dit Kirilo Boudanov. Et évidemment, ce qui se passe dans la marine russe, Magali, s'inscrit totalement dans ce budget énorme, donc qu'on a commenté notamment hier. Oui, ça montre à quel point, en effet, la Russie est en train d'accélérer avec son industrie de guerre, son économie de guerre dont on parle en permanence, dont on montre encore cette semaine les usines qui fabriquent des drones et qui tournent à plein régime, qui fabriquent des chars. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit moins peut-être, c'est en effet qu'il y a une volonté aussi de réarmer la marine russe. Donc tout ça participe du même effort. Vous avez 40% dans le budget russe qui est consacré à la défense, à la sécurité. C'est absolument gigantesque. Et ce que dit Boudanov, c'est qu'en effet, les budgets ne vont cesser d'augmenter jusqu'en 2026. 2030, vous savez, c'est aussi une date qu'avait donnée le général Burkhardt, notre chef d'état-major des armées, en disant attention, à cette date-là, la Russie sera une véritable menace pour nous, les Français. Il faut en tenir compte. Alors évidemment, Boudanov, en tant que responsable ukrainien, a tout intérêt à alerter aussi l'Occident en disant nous sommes la première ligne de défense, nous, l'Ukraine, mais demain, avec cette montée en puissance de l'armement russe, vous risquez vous aussi, d'être membre de l'OTAN, d'être en première ligne. C'est aussi ce message-là. Mais il est certain qu'on le constate que tous les services de renseignement occidentaux parlent de cette montée en puissance de l'armée russe. Et que peut faire l'Europe, que peuvent faire les États-Unis face à cette montée en puissance? Il y a aussi du réarmement partout. États-Unis, Europe, on a vu 800 milliards d'euros sur la table pour essayer aussi de gonfler tout cela. Est-ce qu'on fait le poids face à la Russie ? Alors, à la date d'aujourd'hui, on ne ferait pas le poids si la Russie avait les capacités de nous attaquer. Maintenant, avec tout ce qui est fait en Europe et aux États-Unis indirectement, je dirais, le réarmement, il existe. Tout le monde, je crois, a bien pris conscience, au moins dans les différents gouvernements, que nous serons en situation dangereuse aux alentours de 2030. Il y a différentes dates, en fonction que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie. Le monde devient dangereux militairement. Donc, on a, en gros, 5 ans.
et c'est ce qui correspond après tout ce qui est exprimé comme objectif, pour être capable de dissuader toute agression militaire. Car aujourd'hui, nous sommes bien partis pour un monde complètement différent. C'est pas celui qu'on a connu. J'irai même plus loin qu'en Europe, je verrais presque aujourd'hui un nouveau rideau de fer, sauf que c'est peut-être nous qui allons le faire, simplement pour se protéger de la Russie. C'est-à-dire que tous les pays à l'ouest de cette ligne, de ce rideau de fer, seraient en position défensive, prêts à réagir face à une agression russe si jamais les Russes avaient envie de le faire. Mais il y a d'autres endroits dans le monde. Il suffit de voir les derniers conflits d'ailleurs entre la Thaïlande et le Cambodge, même si c'est très éloigné, mais on voit que partout les guerres réapparaissent, que partout le recours à la force militaire devient un recours que des États estiment légitime pour faire valoir leurs intérêts et pas forcément légal. Alors on pourra vous dire toute la journée, le droit international l'interdit, le résultat est que ça ne sert pas à grand-chose, donc on ne peut pas avoir la force pour faire appliquer ce droit. Or aujourd'hui, la force devient le recours à la résolution de ces problèmes politiques extérieurs en particulier et parfois intérieurs. Et donc effectivement, les années 2030, donc de 2027-2028, avec ce que disent les Chinois, jusqu'en 2030-2032, on est dans une phase très difficile où effectivement l'Europe et les États-Unis d'autre part, mais au moins l'Europe, doit être en mesure de se défendre seule. Ça veut dire réindustrialiser, se réarmer, mais aussi, pas uniquement se réarmer avec des armes, se réarmer moralement. C'est-à-dire accepter qu'il y a un risque et qu'il faudra que toutes les nations se sentent concernées.